Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire criminelle. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Alen Ivanov. Ce jeune homme de 19 ans, issu d'une famille aisée et qui vivait dans une banlieue chic et tranquille de l'État de Washington, va, lors d'une soirée, s'en prendre à son ex-petite amie ainsi qu'à ses amis d'enfance. 3 d'entre eux y perdront la vie. Et vous allez découvrir comment ce jeune homme de 19 ans qui avait tout pour être heureux et qui était promis à un avenir radieux va plonger dans l'horreur une communauté entière. Donc, je vous invite à vous installer confortablement puisque l'histoire d'Alen Ivanov commence maintenant. Alen Ivanov est né le 14 septembre 1996. Il a été adopté dès son plus jeune âge. Ses parents, Dimitri et Anna Ivanov, sont originaires de Russie. Ils sont très riches. Alen grandit sans manquer de rien, ni au niveau matériel, ni en termes d'affection. Il grandit entouré de personnes qui l'aiment. La famille Ivanov vit dans une petite communauté soudée à Mulkiteo, à 40 km au nord de Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Là, les adolescents obtiennent souvent leur diplôme avec les mêmes personnes avec lesquelles ils ont commencé la maternelle. Alen semble avoir la vie rêvée de tous les jeunes gens. Il a un bon groupe d'amis, il plaît aux filles, il est riche. Alen fréquente le lycée de Cagnac de 2011 à 2015. Il est fan de jeux vidéo, surtout Halo et Call of Duty, qui sont des jeux vidéo de science-fiction militaire. Ses amis en ligne le décrivent comme hystérique lorsqu'il joue et surtout lorsqu'il perd. Un an avant la fin de ses études au lycée, donc en 2014, alors qu'il n'a que 17 ans, il lance une campagne de financement participatif sur le site Kickstarter. Kickstarter, c'est une campagne en ligne où l'on expose son projet, son produit en espérant récolter des fonds afin de le lancer. Alan a le projet de lancer un jeu vidéo de réalité augmentée, un peu comme un paintball ou un laser game, mais les informations sont situées sur l'arme. Il appelle ce projet Skirmos et réussit à récolter 98 000 $ pour lancer des prototypes. En 2016, il étudie à l'université de Washington l'ingénierie informatique. C'est un brillant étudiant, il a de très bonnes notes et une vie sociale bien remplie. Parallèlement, Alen travaille dans un Apple Genius Bar après avoir vendu des vêtements chez Abercrombie & Fitch. En juin 2016, il prend la décision de se séparer de sa petite amie Anna Bui car il dit avoir besoin de temps pour travailler sur lui-même et sur ses projets, notamment le lancement de son jeu vidéo. Anna et Alen se sont connus au lycée. Ils étaient ensemble depuis 1 an et demi et ils semblaient être le couple parfait. Anna a été sa première petite copine, son premier baiser, son premier amour. Il la décrivait comme la fille parfaite, la fille de ses rêves. Anna, étudiante à l'université de Washington-Bothell, était une chanteuse talentueuse. Elle était extravertie, gentille et attentionnée. Elle travaillait comme infirmière auxiliaire en parallèle de ses études. Anna, toujours joyeuse, était très appréciée. La rupture entre Alen et Anna a beaucoup surpris les membres de leur entourage car ils semblaient être le couple parfait. Quelques semaines après la séparation, Alen réalise qu'il a peut-être fait une bêtise en se séparant d'Anna. Il veut la récupérer, elle lui manque, il veut qu'elle revienne. Tous les deux doivent reprendre le chemin de l'université pour entamer leur 2e année le mois suivant et Alen se confie beaucoup à ses amis à propos de cette rupture en leur disant combien il aime Anna, combien elle lui manque et il semble très déprimé. Alen va la solliciter à plusieurs reprises et les semaines précédant le drame, ils recommencent à passer un peu de temps ensemble. Alen pense alors que les choses vont s'améliorer, il a de nouveau un petit espoir. Mais des rumeurs commencent à courir en disant qu'Anna voit d'autres garçons. Il tombe sur des photos d'Anna sur Snapchat faisant la fête avec des amis. Ce qui blesse Alen, ce n'est pas un comportement déplacé qu'Anna aurait pu avoir. Ce qui blesse Alen, c'est que ces photos lui prouvent qu'Anna continue sa vie sans lui. Il en déduit alors qu'elle est en train de passer à autre chose. Quand Alen comprend qu'Anna ne veut pas se remettre avec lui, son cerveau vrille.
Il achète un fusil semi-automatique AR-15, l'une des armes les plus populaires aux États-Unis. Il dit avoir l'intention de s'en servir pour s'entraîner à la cible. Il s'inscrit même dans un cours de maniement des armes à feu qui doit commencer début août. Pour Allen, habitué aux jeux vidéo de guerre, le fusil est un symbole de pouvoir. Le 28 juillet, alors qu'Anna est partie faire du canoë avec des amis hors de la ville, Allen met le fusil dans le coffre de sa voiture. Il se rend dans un endroit calme et il s'assoit. Il passe un moment seul à réfléchir. Le 29 juillet 2016, Allen se rend à l'Apple Store pour y travailler au Genius Bar. Mais il part un petit peu plus tôt car il ne se sent pas très bien. Il se rend dans un magasin pour acheter un manuel pour son arme car il pense qu'il en aura besoin pour le cours auquel il est inscrit. Vous devez savoir que souvent, aux États-Unis, les étudiants partent continuer leurs études dans des universités qui se trouvent en dehors de leur État. L'été, lorsque chacun revient dans sa famille, c'est l'occasion pour les amis de lycée de se revoir. Ce jour-là, Tristan Bradvold, 19 ans, star de football de son lycée, un ami d'Allen et Anna, décide de faire une fête. Il n'y a pas d'invitation, les portes sont ouvertes à tous les anciens. Allen arrive en voiture vers 22h. La maison où se déroule la fête est une magnifique maison à $1 million et lorsqu'il entre dans cette maison, il y a déjà une vingtaine de personnes et Anna fait partie de ces 20 personnes. Allen sait qu'Anna est présente, mais depuis la découverte des photos sur Snapchat, ils sont plutôt en froid et ne se parlent plus. Ils s'évitent plutôt. Allen ne reste pas très longtemps à la fête. Après quelques minutes, il part et retourne dans sa voiture. En partant, il aperçoit Anna par la fenêtre qui discute avec un garçon. Là, il ne va pas partir. Il ne va pas rentrer chez lui. Il reste dans sa voiture. Et au lieu de se calmer, de rentrer, Allen ouvre la boîte à gants et saisit le fusil. Il reste ainsi durant 2 heures à étudier le manuel d'utilisation de son fusil. Puis, il charge l'arme avec 30 balles et il retourne vers la maison. Il est environ minuit, il fait donc nuit, mais Allen ne veut pas se faire remarquer car il y a tout de même des lumières des lampadaires. Il se faufile par le côté de la maison et là, il tombe sur Jack Lang. Allen tente de se cacher contre le mur, mais Jack l'a vu. Allen dira avoir eu peur. Il lève son arme et la pointe vers Jack. Lorsque Jack comprend ce qu'il est en train de se passer, il implore Allen en disant « Non, non, non !» Il se retourne pour courir et Allen tire. Il tire 3 fois sur son ami de lycée alors qu'il tente de sauver sa vie. Jack tombe au sol et meurt presque instantanément. Jack et Allen étaient amis depuis la 5e année. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la 5e année correspond à peu près à notre CM2, donc Jack et Allen se connaissaient depuis qu'ils avaient environ 10 ans. Jack était un excellent joueur de baseball, très prometteur. Il était gentil, très proche de sa famille, il était toujours là pour les autres, notamment pour ses frères et sœurs. Jack avait quitté Washington pour fréquenter l'université de Floride du Sud, mais en cours d'année, il a décidé de revenir poursuivre ses études à l'université de Washington pour être plus proche des siens. Après avoir tiré sur Jack, Allen dira avoir eu une poussée d'adrénaline et il continue sur le chemin sur lequel est allongé Jack. Il se dirige vers la maison. Avant d'entrer dans la maison, il tombe sur 2 autres garçons, Jordan Ebner, âgé de 19 ans, et Will Kramer, âgé de 18 ans. Allen tire une balle dans le dos de Will, puis tourne son attention sur Jordan. Heureusement, Will Kramer a survécu, la balle est entrée dans son omoplate gauche et il lui a fallu tout de même 1 mois pour récupérer. Allen se tourne donc vers Jordan, tire 1 fois et Jordan meurt sur le coup. Jordan et Allen étaient également amis depuis leurs 10 ans. Jordan, qui aimait le baseball, étudiait à Everett Community College. Allen entre ensuite dans la maison par la porte-fenêtre de la cuisine. Il se dirige directement vers la table de la cuisine où Anna est assise. Il lève son arme et il tire plusieurs fois sur Anna dans la tête. Elle meurt sur le coup.
Dans la maison, une panique absolue règne. Les gens courent tentant d'échapper à Allen. Certains se cachent dans des placards, dans des salles de bain. Après avoir tiré sur Anna, Allen se dirige vers la chambre parentale qui possède un balcon et il se met à tirer dans le jardin. Dans le jardin se trouvent 2 garçons, dont le propriétaire de la maison. Heureusement, les 2 garçons réussissent à s'échapper, mais l'un d'eux est touché à la jambe. Les personnes cachées dans le placard et les salles de bain commencent à appeler la police. Allen va tirer les 30 balles qu'il a dans son chargeur. Lorsqu'il se rend compte que le chargeur est vide, il se met à courir pour rejoindre sa voiture. Là, il appelle un ami en larmes en lui disant qu'il vient de tuer son ex-petite amie et en lui demandant quelle est la meilleure façon de se suicider. Après cet appel, il démarre et fuit les lieux. L'une des personnes qui a appelé la police désigne Allen comme l'auteur des coups de feu mortels. Les policiers pistent donc son téléphone portable et 1h30 après, il est arrêté à 160 km du lieu du drame, près de chez Alice. Lorsque la police l'interpelle, Allen se montre très coopératif. Il le place dans la voiture de police pour l'emmener au poste et c'est à peu près à ce moment-là que sa mère va appeler la police en confiant qu'elle craint que son fils ne soit impliqué dans la fusillade. Lors de l'arrestation d'Allen, les policiers vont saisir son téléphone portable, son fusil et 2 chargeurs. En fouillant dans le téléphone, ils vont trouver des choses incroyables. En effet, après avoir tué ces 3 personnes, il a envoyé des textos à plusieurs de ses amis en leur disant qu'il avait tué sa petite amie. En examinant son téléphone portable, les policiers vont découvrir qu'il avait tout planifié depuis longtemps. En effet, quelques semaines avant l'attaque, il signait déjà ses textos par le futur tireur Allen Ivanov. Au départ, ses amis ont pris ça comme une blague, ils n'y ont pas accordé plus d'importance que ça. Comment vous dire, c'est vrai qu'il disait qu'il voulait tuer Anna. C'est vrai que ses amis savaient qu'il avait de la rancœur et qu'il voulait se venger, mais ils n'avaient pas saisi toute la gravité de la situation. Ils pensaient que ce n'était que des paroles, ils ne pensaient pas qu'il passerait vraiment à l'acte. Lorsqu'il a commencé à signer ses textos « Allen Ivanov, le futur tireur », certains de ses amis lui ont demandé pourquoi il disait ça. Et lui, il a répondu « Parce que je la hais, je veux me venger ». Aussi, certains de ses amis, plutôt inquiets, ont décidé de prévenir ses parents pour leur demander de récupérer l'arme d'Allen. Sa mère, qui était contre les armes à feu, lui a demandé de rendre son fusil, mais il a refusé. Sa mère a donc tenté de rapporter l'arme au magasin, mais ils ont refusé de reprendre l'arme car ce n'était pas elle qui l'avait achetée. Alors je ne peux pas vous dire pourquoi Allen était toujours en possession de son arme cette tragique soirée, mais peut-être que sa mère lui a rendu l'arme en lui demandant de la ramener lui-même au magasin. C'est également à cette période qu'il a ouvert un Instagram et un compte Twitter. Sur Instagram, il a posté une photo de l'arme avec les munitions, avec la légende « Vous ne pourrez pas m'échapper ». Juste après son arrestation, alors qu'il était dans le véhicule de police, il a avoué être le responsable. Il a dit que c'était un accident. Je ne sais pas ce qu'il pensait lorsqu'il dira que c'était un accident, car il a quand même vidé un chargeur de 30 balles sur ses amis de lycée et il a quand même tué 3 personnes. On ne fait pas ça par accident. Allen Ivanov a été mis en examen pour 3 meurtres au premier degré et une tentative de meurtre. Le procureur Mark Rowe voulait demander la peine de mort. Au départ, Allen va plaider non coupable malgré ses aveux dans la voiture des policiers. La ligne de défense de ses avocats va être d'accuser le magasin d'armes, de dire qu'il n'aurait jamais dû pouvoir acheter une arme car il avait tout juste 19 ans et qu'il était mentalement instable. Son avocat avancera l'argument qu'aux États-Unis, on ne peut pas acheter de l'alcool à 19 ans, mais on peut acheter une arme. Cette stratégie de défense consistant à blâmer le magasin pour la vente d'armes et non pas son client pour avoir acheté une arme en vue de tuer quelqu'un n'a pas fonctionné. Et, un jour avant que le procureur ne demande la peine de mort en consultation avec ses avocats, Allen va plaider coupable, échappant ainsi à la peine de mort.
Lors de cette audience, Allen s'est excusé auprès des familles des victimes. Il a calmement lu une déclaration écrite au préalable justifiant ses actes par une instabilité émotionnelle. Il dira avoir perdu le contrôle. Il dira que ce soir-là, le diable s'est emparé de lui. Mais il dénonce aussi la facilité avec laquelle il a pu se procurer une arme malgré son état. Allen va regarder les parents d'Anna et il leur dira qu'Anna vient lui rendre visite dans ses rêves. Le 12 janvier 2017, Allen Ivanov a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Selon le juge, ses aveux et ses excuses étaient extrêmement peu sincères. L'audience a débuté avec une atmosphère pesante et déchirante. Le père de Will Kramer, l'une des victimes gravement blessées ayant survécu, a déclaré au tribunal qu'il était écœuré par les actes d'Ivanov et son comportement offensant depuis qu'il est derrière les barreaux. En effet, depuis le crime, Ivanov a écrit des paroles de rap se vantant de sa tuerie et du meurtre de sa petite amie. Une lettre écrite avant la tuerie a également été retrouvée dans ses affaires personnelles. Dans cette lettre, il expliquait ce qu'il s'apprêtait à faire en précisant que, suite à cela, les médias le considéreraient comme instable et atteint mentalement, alors qu'il est, simplement selon ses dires, quelqu'un d'égoïste. Cette lettre d'avant la tragédie nous démontre bien qu'Allen avait planifié cette fusillade. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'Allen Ivanov était instable mentalement ou s'il a utilisé cette excuse pour minimiser sa faute. La mère de Jack Long, Autumn Snyder, elle, s'est présentée accompagnée de l'urne dans laquelle reposait son fils. Elle dira que cette urne est tout ce qui lui reste avant d'éclater en sanglots. Toutes les familles des victimes étaient tristes et en colère. Le père de Jordan Ebner, Brad Ebner, laissera éclater. « Je voulais qu'il meure et je voulais être là pour le voir. Il a pris mon premier garçon. » Pendant que tous parlaient et rendaient hommage à leurs proches défunts, Allen Ivanov, lui, ne montrait que très peu d'émotion. Il se contentait de regarder le sol ou ses genoux. La juge déclarera également « Vous méritez d'être séparés de la société pour le reste de votre vie et vous le serez ». De son côté, la famille d'Allen avouera que jamais dans leur pire cauchemar, ils n'avaient pu imaginer que leurs amis, leur famille pourraient vivre une telle tragédie. À l'été 2018, la famille de Jack a tenté de poursuivre la famille d'Allen en disant que les parents connaissaient l'instabilité de leur fils et qu'ils n'ont rien fait. Leur demande a été rejetée car au moment des faits, Allen avait 19 ans. Il était donc légalement majeur et ses parents ne pouvaient pas être tenus pour responsables de ses actes. La famille d'Anna a porté plainte contre la famille d'Allen, le magasin pour la vente de l'arme à un jeune homme instable et contre les parents de celui qui avait organisé la soirée chez lui en argumentant qu'ils avaient laissé des jeunes boire de l'alcool sans aucune surveillance alors qu'ils n'avaient pas l'âge légal. Alors je ne peux pas vous dire si ce soir-là Allen était sous l'emprise d'une quelconque drogue ou d'alcool car je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Allen Ivanov est actuellement emprisonné au pénitencier de l'État de Washington. Le lendemain de la fusillade, 200 personnes ont assisté à une veillée au lycée Kamiak. Une autre veillée a eu lieu dans une église locale. Elle a rassemblé 800 personnes, dont le gouverneur. Cette affaire a de nouveau relancé le débat sur les armes aux États-Unis. Le procureur général de Washington, Bob Ferguson, a cité la fusillade lorsqu'il a appelé à adopter une loi d'État interdisant la vente d'armes d'assaut comme celle utilisée dans la fusillade, restreignant les chargeurs transportant plus de 10 cartouches et exigeant des personnes qui achètent des munitions de subir une vérification des antécédents. Il a affirmé qu'une telle mesure sauvera des vies. Les parents de la victime blessée Will Kramer sont des partisans d'un groupe de défense du contrôle des armes basé à Washington et ils ont exhorté les gens à se souvenir des victimes de violences armées. Depuis, les parents d'Allen ont divorcé et son père est parti à Everett. Les parents refusent de parler aux journalistes, ce que je peux comprendre.
Aujourd'hui, les familles des victimes tentent de se reconstruire et d'aller de l'avant, mais les blessures seront encore longues à cicatriser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne. Mais jusqu'ici, surtout, restons prudents.